Eh, Ouais. tu te souviens de notre dernier épisode quand je t'ai parlé de Gilles de Rais? Ah oui, ça me dit quelque chose, effectivement, ouais. Ouais, c'était très intéressant. Oui, ouais, absolument. Et du coup, en fait, on a parlé un petit peu de Jeanne d'Arc. Ouais. Et depuis, je suis tombé sur un article parlant du prochain Perfect Dark. Tu sais, tu connais Oh, cette licence c'est un jeu développée sur la par Rare 64, ça, dans c'est les années ça 90, Ouais. exactement. Et j'ai réalisé que l'héroïne du jeu s'appelle Johanna Dark. Mais Ah, non, mon non, mais gars. attends, alors du coup, je me dis peut-être qu'on a loupé d'autres références cachées. Par exemple, dans les jeux vidéo, il y a eu Alone in the Dark. Dans le métal, Fear of the Dark. Oh. Et dans le cinéma également, on a Mireille Dark. Putain. On nous ment, tout ça c'est des signes. Elle est peut-être pas morte, mon gars. Je vais ressortir mon tableau en liège avec les ficelles là. Tu sais, celui que j'avais utilisé pour Metal Gear. Ah bah ouais, non, c'est extrêmement important. Odile, tu connais la différence entre un pullover et une moule? Non? C'est bête. Un pullover, ça moule et... Une moule, ça pullover. Pas mal, c'est français. Dis donc, Jamy, c'est quoi un boucaquet? Ce que tu dis n'a aucun sens. Est-ce que vous êtes classé dans la catégorie humain? Négatif, je suis une mythe en pullover. Et alors? Où allons-nous, les gars? Bonjour, bonsoir, abreuvoir et bienvenue dans Ton Culture, le podcast qui va au fond des choses. Comme tous les 15 jours, c'est formidable de vous retrouver pour vous raconter des trucs très intéressants, de sujets aléatoires à la fois. Et pour cela, je ne serai bien sûr pas seul, car je serai accompagné de mon dieu, de mon vieux gars, qui est le seul qui m'aille, je vous le dis sans faille. Alors reste cool mon gars, parce que je vais pas te dire bye bye. Je veux bien sûr donc parler de Sam. Comment vas-tu bien, toi là? Ah bah écoute, ça va très très bien. Et toi, mon vieux goth? Ah bah écoute, je suis très content. Le printemps est enfin sur Dublin. Je peux enfin passer du manteau au kawaii. C'est Ouais, génial. ouais. En plus, on est aussi à cette formidable période de l'année où, tu sais, quand tu passes du soleil à l'ombre, tu perds immédiatement 15 degrés en ressenti. Ah oui, absolument, ouais. Bon. Allez, assez parlé de météo. On n'est pas sur la place du marché. On attaque tout de suite le premier sujet. La dame de fer. Yeah. Quand j'ai tiré ce sujet de la Dame de Fer, je me suis dit super. On va pouvoir parler de cet instrument de torture, tu sais, le sarcophage avec des pointes dedans où Ouais. le supplicié ne pouvait pas bouger sans se faire transpercer de part en part. C'est trop cool, Ça c'est trop cool, ça Bah c'est ouais. cool, voilà. Mais non, parce qu'en fait ça il s'agit de la Vierge de Fer. Eh ouais. Donc bon, je suis un petit peu déçu, mais je vais quand même tâcher de vous intéresser avec l'histoire d'une des plus illustres dirigeantes de la Grande-Bretagne. Margaret Thatcher. Oh, l'air de prof que tu t'es donné. Margaret Thatcher, ou Baron Thatcher, est née le 13 octobre 1925 à Grantham, donc en Angleterre, et elle nous a quittés le 8 avril 2013 à Londres. C'était une femme d'État britannique, première ministre du Royaume-Uni du 4 mai 79 au 28 novembre 90, soit juste après la chute du communisme. Y a-t-il un lien? On va voir. Elle grandit dans une famille d'épiciers méthodistes d'une petite ville des Midlands, des Midlands de l'Est. Elle est très imprégnée par son éducation très stricte et de la promotion par le travail. Sans blague. Sans deck, quoi. Alors je vais volontairement passer sur tout son parcours politique pour aller directement en 1979. Elle a alors 49 ans et elle est alors à la tête du Parti conservateur et va devenir la première femme Premier ministre d'un pays occidental, poste à laquelle elle va confirmer son titre officieux de Dame de Fer. Elle s'est vue attribuer ce titre par un journaliste du journal soviétique, le Red Star, en 1976. Et on va voir au travers de son parcours que ce surnom, elle ne l'a pas volé. D'ailleurs, et sans aucun rapport avec le sujet, Sam, Ouais. parmi les singles numéro 1 des charts cette année-là au Royaume-Uni, donc en 79, quelle chanson est restée le plus longtemps en tête? S'agit-il de The Wall de Pink Floyd, de Gimme Gimme a Man After Midnight d'ABBA, de Message in a Bottle de The Police,
ou de Wesh alors de Jul. Sauf qu'à ce moment-là, il s'appelait toujours Julien et la chanson s'appelait Bon alors. Ouais, et c'était en quelle année ça? 79. En 79. Oh bon, on va dire Gimme Gimme a Man. Et c'est une mauvaise réponse, Ah, bien essayé. Non, en réalité, elle est restée qu'une semaine en tête des charts. Message in a Bottle de The Police est resté 3 semaines en tête des charts, mais la première c'est The Wall de Pink Floyd, 5 semaines. Ah, je voulais rigoler. Eh oui, bien sûr. Non mais t'aurais pu, chanson Abba. Bah oui. Abba. Ah bah quoi. Alors bon, je vais peut-être te surprendre, je reviens Au sujet. à Margaret Thatcher, Maggie. Mais Thatcher, elle n'aimait vraiment, mais alors vraiment pas les communismes. Les communistes, pardon. Et également d'ailleurs, toute forme de socialisme. Hein. Elle est plutôt fan des théories libérales telles que celle d'Adam Smith sur la main invisible, donc la recherche des intérêts publics, des intérêts particuliers qui aboutit forcément à l'intérêt général. Évidemment. Voilà, laissons le marché se réguler tout seul. Ça marche toujours ça. Ah ouais, c'est ça. Ça me rappelle mes vieux cours de BTS. J'ai beaucoup bossé sur Adam Smith. Alors un peu à la manière de Ronald Reagan aux États-Unis, et au sortir du choc pétrolier, elle va concentrer ses efforts à réduire la dette publique et l'inflation par le biais d'un nombre important de privatisations. Déjà en 1975, donc avant même qu'elle soit première ministre, elle a déclaré « Un homme a le droit de travailler comme il veut, de dépenser ce qu'il gagne, de posséder sa propriété, d'avoir l'État pour serviteur et non pour maître. Ce sont là les héritages britanniques. Ils sont l'essentiel d'une économie libre de cette liberté. Et de cette liberté dépendent toutes les autres. » Waouh. J'ai cru avoir la T'as baronne Thatcher en face de moi. Ouais, mais c'est parce que j'ai mis une perruque avec un brushing. Bah oui, c'est oui. pas très radiophonique, mais du coup, ça te met directement Une dans veste en tweed aussi. une magnifique, avec des trucs sur les coudes. Ouais, pour, bah évidemment. Pourquoi t'as touché ton épaule en disant coude? Je ne sais pas, mais écoute, retournons au sujet, s'il te plaît. Oui. Oui. Alors, en termes de privatisation, elle n'a pas chômé. Hein. Il y a eu donc British Airways, British Steel, British Sugar, British Telephone, British Gas et plein d'autres trucs en British. Ouais. Mais c'est un truc ça avec les British, de mettre British avant toute leur marque ou... Bah, apparemment, c'était le truc, ouais. Ah, ok. C'était bien pour dire que c'était à eux. Ce En même serait- temps, nous, on avait bien France Télécom, Électricité de France. Ouais, maintenant on a France Travail, tu me Et diras. maintenant, on a ça France craint. Travail. Ah Ah, dur. Alors, du coup, cette politique, elle rencontre évidemment quelques critiques. Hein. L'État est accusé de brader les bijoux de famille. Et le public est déçu de voir que les privatisations ne bénéficient pas du tout aux consommateurs, avec des prix plus bas ou une offre de produits de meilleure qualité. Mais en réalité, c'est plutôt, ça crée des nouvelles oligopoles, donc quelques boîtes, qui se partagent un marché directement et qui fixent leurs propres règles une fois que le gouvernement a quitté le navire. Voilà, c'est ce qu'on appelle le principe d'un marché libéral, quoi. Bah oui, voilà. Alors elle promeut une politique économique qui sera par la suite appelée le capitalisme populaire. Elle encourage même la classe moyenne à augmenter ses revenus grâce à la bourse. Ok. D'ailleurs, le nombre de détenteurs d'actions au Royaume-Uni passe de 3 millions en 1980 à 11 millions en 1990. Voilà, le marché pour tous. On n'a pas attendu les applications comme eToro pour acheter des actions à tout va. Donc après, il y a évidemment donc les révoltes des mineurs hein, qui ont ponctué son deuxième mandat. Elle s'est montrée très très ferme en n'essayant absolument rien aux importantes grèves qui ont paralysé le pays. Il y a un nombre important de mines qui ont fermé, des syndicats ont été dissous. Et au final, ça s'est soldé en 85 après un an de lutte par 6 morts et 200 000 blessés quand même. Attends, c'est comme ça que tu mates la c'est comme ça qu'on contestation, tient un pays, hein. Ouais. Dame de fer, Maggie. Bim, mon gars. Bam, bam, bam. Alors, au niveau politique étrangère, on associe souvent Margaret Thatcher à la guerre des Malouines, sur laquelle je vais m'arrêter brièvement. Et d'ailleurs, je dois bien dire que pendant très longtemps, j'ai cru que c'était un conflit qui s'était passé à Saint-Malo. Non mais bon, quelque part... Voilà, c'est ça. Ouais, je comprends. Alors que non, pas du tout. Alors pour les situer, il s'agit d'un ensemble d'îles assez éparpillées dans l'Atlantique, situées à l'est de la pointe sud de l'Argentine, donc la petite queue de l'Amérique du Sud, là. C'est tout en bas. C'est en 1592 que le navigateur anglais John Davis découvre l'archipel, alors qu'en fait, il y avait déjà eu des Espagnols qui l'avaient découvert avant, mais ok. Ouais. Mais eux, bon, ça compte eux, pas. ils ont dit, non, c'est chez nous, hein, voilà. Donc à partir du XVIIIe siècle, ces îles deviennent donc le cœur d'un différend entre l'Espagne et le Royaume-Uni qui le revendiquent tour à tour, jusqu'à finalement à l'indépendance de l'Argentine par rapport à l'Espagne en 1810, qui reprend du coup
qui reprend les revendications par rapport à la possession de l'archipel et qui continue à clamer que non, c'est à nous, voilà. Bon. Et évidemment, ils essayent de reprendre l'archipel par la force à plusieurs reprises, mais à chaque fois, ils se prennent une bonne fessée par les Britanniques. Systématiquement, ils ont réussi à réoccuper les îles, mais à chaque fois, les Britanniques arrivent, pas fessée, puis hop, ils retournent en Argentine. Jusqu'au 2 avril 1982, où l'armée argentine, dirigée par le dictateur Leopoldo Galtieri, envahit le territoire qui compte, la population énorme de 3000 habitants. Ainsi commence la guerre des Malouines, ou la Falkland Wars, ou la Guerra de las Malvinas. Cette invasion fut qualifiée à l'époque comme le geste désespéré d'un noyé qui cherchait à se perpétuer au pouvoir, donc en l'occurrence le dictateur argentin. Et il se trouve que notre Margaret à cette époque-là en plus, donc Maggie Thatcher, elle était pas très très populaire parce que toutes ces mesures drastiques en fait étaient pas vraiment au goût du peuple. C'est bizarre. Étonnant. Alors du coup, pour marquer le coup et pour redonner son image, rien vaut une bonne guerre. Du coup, elle a mis les potards à 11. Dès le lendemain de l'invasion, près de 30 000 soldats sont envoyés dans l'Atlantique Sud, tandis que l'Argentine dépêche un peu plus de 10 000 hommes pour défendre les îles. Et ils sont accompagnés d'une vaste flotte de dizaines de navires, porte-avions, frégates, sous-marins, ainsi que des avions et des hélicoptères. N'importe quoi. Alors, une fois les hostilités lancées pour ce qui était la première bataille aéronavale d'envergure depuis la Seconde Guerre mondiale, fort heureusement, elle n'a pas duré aussi longtemps. Alors Sam, combien de temps a duré cet engagement entre la Grande-Bretagne et l'Argentine ? 32 jours, 49 jours, 74 jours ou 2 jours. Ein Blitzkrieg sur la mer, ya. Je vais dire, allez, on va dire les... Première réponse, c'était 32 jours. Je prends ça. C'est une mauvaise réponse. Ah. Non, le conflit a quand même duré 74 jours, donc 2 bons mois, on va dire. Okay. Et donc sur cette durée, donc le conflit a quand même fait 900 morts, dont 650 Argentins et 255 Britanniques. Ouais, enfin bon, vu le rapport de force, ça me ouais, paraît pas alors, très étonnant, quoi. C'est ça, près de 2000 blessés, dont 1200 Argentins et 780 Britanniques. Ce qui fut donc quand même une bonne fessée pour l'Argentine, si on prend vraiment juste les chiffres. Oui. La réédition précipite notamment la chute de Leopoldo Galtieri et de la junte, qui perd le pouvoir quelques mois plus tard. Les élections de 83 marquent le retour de la démocratie et l'arrivée à la présidence de Raúl Ricardo Alfonsín. Et ça, c'est très bien, parce que la démocratie, on aime ça. Rien de tel que la démocratie, c'est un coup de bombe dans la gueule. Il n'y a que comme ça que ça marche. Mais oui, mais c'est ça. Absolument. Alors, le bombe démocratique. Formidable. Le conflit a aussi eu un impact positif sur la popularité de Margaret Thatcher, qui sera facilement réélue lors des élections de juin 83. Rien ne vaut une bonne guerre. Bah ouais, comme d'hab. Voilà, donc comme quoi, rien de tel qu'une bonne guerre pour gagner une élection. Prends-en donc de la graine, Nicolas Dupont-Aignan. Voilà. Une petite crotte de nez. Ça fait gratos, quoi. Voilà, franchement, je vois pas d'autre moyen pour qu'il soit élu. Alors, 40 ans après, la situation des îles Malouines est loin d'être tirée au clair, en fait. Même jusqu'à ce jour, alors que la guerre est aujourd'hui perçue au Royaume-Uni comme une libération ayant permis d'offrir la prospérité aux îles, la blessure est toujours assez vive côté argentin. Ouais. Ils ont toujours les glandes. Le 1er avril 2022, dans le cadre des commémorations du conflit, le président Alberto Fernandez a réaffirmé sa revendication de souveraineté sur cet archipel. La situation des Malouines est un pilier de la politique extérieure de l'Argentine et le gouvernement continuera de sensibiliser la communauté internationale pour faire pression sur le Royaume-Uni afin de l'amener à des négociations. Très bel accent britannique. Et on est d'accord, t'as reconnu tout de suite. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Mais et les habitants des îles Malouines ? Parce qu'au final, il y a... Donc ouais, il y a 3 pingouins là-dessus. Alors il y a des pingouins, mais bon, sur l'archipel, il y a quand même 3200 habitants. C'est vrai ça. Et oui, tout à fait. Bah alors. Et eux, ils sont complètement passés à autre chose. Les autorités locales mettent en avant la prospérité de l'archipel, dont l'économie repose sur la pêche et le tourisme. Les îles sont financièrement autosuffisantes et elles abritent une très grande biodiversité et une grosse base de recherche scientifique. Et en fait, ils ne dépendent du Royaume-Uni que pour leur défense. D'accord. Donc s'il se passe quoi que ce soit, hop, ils appellent Downing Street, ils disent on nous attaque. Ouais, la guerre. Mais c'est toi qui m'avais dit en plus qu'il y avait toujours une base de recherche scientifique là-bas. Bah moi c'est bien, alors j'avais pas fait de recherche contrairement à toi, mais ouais c'est bien ce qui me semblait parce que j'avais vu, notamment tu sais la série The Crown là. Ouais. Où d'ailleurs c'est peut-être la meilleure saison, c'est celle sur Margaret Thatcher et il parle pas mal de ce truc là quoi.
Alors du coup, par contre, c'est que c'est marrant ce que tu dis, parce que par contre, dans la série télé, c'est plutôt montré comme étant, tu sais, la guerre des Malouines et tout ça, comme étant une manœuvre désespérée de Thatcher de s'agripper au pouvoir, alors que tout le monde, genre l'opinion publique Ah non, et mais même le corps en fait, le politique truc, était c'est que contre elle, quoi. quand tu vois, justement, c'est ça, quand tu vois les implications à la base, pourquoi est-ce que le conflit a démarré, t'as vraiment l'impression qu'elle voulait écraser une mouche avec un marteau, quoi. Ouais, non, c'est ça, quoi. C'est vraiment genre de dire, ok, bon, on va leur montrer c'est qui est plus Ouais, fort. ouais. Et bah, le fait est qu'après, dans les élections, ça s'est montré, quoi. C'est fou, quoi. Genre, Ouais. rien de tel qu'une bonne guerre. Non, mais encore une fois, ouais. Alors, sans transition, au niveau culturel, arrivé donc au poste de Premier ministre en 79, Thatcher a progressivement supprimé le financement du Conseil des Arts qui avait été installé en 46 pour mettre la culture à portée de tous. Elle considérait que les artistes, à l'instar du reste de la population, devaient se débrouiller par eux-mêmes pour réussir, et n'appréciait pas non plus de financer des artistes considérés comme étant de gauche. Ça, elle aime pas. Hein. Ah, elle aime pas trop, ça. Ah non, mais ça, si on peut lui reconnaître un truc... Ça, voilà. Elle se respecte, elle, au Elle se moins. respecte, Ouais. voilà, c'est ça. Elle aime pas les bolasses, elle aime pas le 8-6. Ça, c'est absolument Elle aime certain. pas le Sarwell. Alors, pas du tout. Donc elle aimait pas vraiment tous ceux qui étaient critiques de son action. Donc, autant te dire qu'elle aimait pas beaucoup les punks. Ça, c'est absolument sûr. Personnellement, moi, la première fois que j'ai vraiment entendu de parler de Margaret Thatcher dans une œuvre culturelle, c'est dans le DVD Visions of the Beast du groupe de heavy metal britannique Iron Maiden. Hein, donc c'est un DVD sorti en 2003 que je conseille énormément. C'est une compilation de clips. Et la jaquette qui précède l'un de leurs premiers singles connus, Woman in Uniform, nous montre une Margaret Thatcher qui attend la mascotte du groupe au coin d'une rue, fusil à la main. Et d'ailleurs, Sam, la mascotte d'Iron Maiden, comment s'appelle-t-elle ? S'agit-il de Vic Rattlehead, de Eddie, de Steve ou de Narrenheinz? Eddie. Et c'est une excellente réponse. Yeah. Ah, même pas de réflexion, rien du tout. Et effectivement, Eddie, qui est d'ailleurs la mascotte number one de tout le genre du métal, qui est la plus reconnaissable. Ah et bah oui, c'est on clair. va pas se mentir, simplement parce que c'est la plus cool. La deuxième, ça reste le Snaggletooth de Motorhead. Et donc Vic Rattlehead, c'est la mascotte de Megadeth. Donc un mec qui a les yeux, couturés, les oreilles couturées, qui ressemble à une espèce de squelette. Steve, c'est le bassiste d'Iron Maiden. Je pensais te piéger avec ça, mais je n'ai pas réussi. Et Narrenheinz, c'est la mascotte du groupe Sodom, groupe de thrash metal allemand. Bah, tu vois les mecs de la Death Corps de Kriegs, Ouais. bah c'est ça. Ah, c'est eux. Ouais. Avec un grand masque à gaz type D'accord. Première Guerre mondiale, c'est un peu ce style-là. J'observe un truc quand même, c'est que tu peux pas t'empêcher de placer une petite référence métal, toi. Hein. Ouais, mais parce que j'aime bien la musique rock metal. Ouais, rock. Le rock. Ouais, c'est ça, mais le rock bien lourd qui Ouais. caresse l'oreille interne avec sa distorsion. Alors, peu de temps avant ça, le groupe avait sorti le morceau Sanctuary sur la jaquette duquel on voyait Eddie, donc, un couteau à la main au-dessus du cadavre de Thatcher. Oh la vache. En fait, c'était une idée du producteur du groupe pour mettre en opposition Iron Maiden et Iron Lady, comme quoi il ne pouvait en rester qu'une. Mais en fait, c'était juste un petit coup de pub qui a surtout fonctionné auprès des tabloïds parce que le groupe n'est pas politisé du tout. Ils ont juste, D'accord. voilà, ils ont juste utilisé Ouais, le c'est de la surnom de provoque, Thatcher. C'était une sorte de provoque, mais foncièrement, ils avaient rien contre elle. Enfin, Ils s'en foutaient, quoi. oh, il y a aucun de leurs morceaux qui la mentionne ou quoi que ce soit, quoi. Et donc, voilà pour mon billet sur la Dame de Fer. Personnage très très intéressant, hein, qui a changé complètement le paysage de la Grande-Bretagne. D'ailleurs, tout le monde sait qui c'est. Bah, et puis même, je crois que son héritage continue jusqu'à aujourd'hui. Enfin, au niveau du modèle, enfin, de la pensée Le modèle économique économique britannique ultralibéral, en fait, c'est Ouais. elle qui l'a fait à grands coups de bulldozer. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, C'est violent, quoi. C'est violent, mais voilà. Mais au moins, elle a le mérite qu'au moins on se souvienne d'elle. Contrairement à Liz Truss. Alors, maintenant, quittons la guerre, les grèves et la droite, pour rejoindre un monde féerique, celui rassurant des souvenirs d'enfance, rendu possible par un moustachu qui a connu la gloire au milieu du XXe siècle, sans toutefois envahir la Pologne. Mhm. C'est Walt Disney. Aucune preuve n'a jamais été surmontée en versant des larmes. N'oubliez pas de me rappeler de vous pulvériser après mon rendez-vous. C'est exactement ce à quoi ressemblait ton père avant de mourir. Qu'on leur coupe la tête! Quand le monde te persécute, tu te dois de persécuter le monde. Non, non,
Il ne s'agit pas d'un patron toxique ou d'un ex qui ne comprend toujours pas que c'est fini, mais bien de citations sorties tout droit de l'univers féerique et enchanteur qu'est celui de Disney. Mais alors, me demanderez-vous, c'est quoi Disney ? Parce qu'après tout, c'est complètement, anecdotique, quoi. C'est un empire des médias et du divertissement tentaculaire qui possède à l'heure actuelle de nombreux studios de production de films tels que Lucasfilm, Marvel Studios, 20th and 21st Century ou Pixar, entre autres. Ah, la 20th Century, c'est Disney aussi ? Ouais. Ah, Et dis donc. oui, depuis 2019, l'héroïne d'Alien, Ellen Ripley, est également une princesse Disney. Ça fait mal. C'est également un mastodonte financier qui pèse 88 milliards de dollars et compte quelques 225 000 employés dans le monde en 2023. Donc, belle bête, quoi. C'est aussi... cela englobe évidemment les studios de production, mais aussi les parcs à thème, les boutiques, les services de vidéo à la demande, etc., etc. Pourtant, les débuts de la maison furent modestes. Et comment on est passé alors d'un petit studio d'animation géré par 2 hommes à une multinationale qui est devenue incontournable et qui en exaspère plus d'un ? On n'oublie pas pour Star Wars, bande de salauds ! Ah là, épisode 8 et 9. Ah là, catastrophique. Mais bon, laissons les morts là où ils sont. Exactement. Eh bien, il y a de ça déjà un peu plus d'un siècle, en 1923, fut fondé le Disney Brothers Studio, petite entreprise d'animation fondée par les frères Disney, Walter et Roy. Ils se font reconnaître grâce à la première apparition de Mickey dans l'animation, avec l'animation Steamboat Willie. Ah Tu sais, ouais, c'est, super connu, voilà. ouais. Où fut pour la première fois utilisé du son en post-production. D'ailleurs, selon toi, mon cher Goth, donc le nom de Mickey n'était pas celui-ci à la base. Comment s'appelait-il à la toute base ? S'appelait-il Mortimer ? S'appelait-il Jean-Luc ? S'appelait-il Pluto ? Ou s'appelait-il Naruto Uzumaki ? Je crois, ça me dit quelque chose. Je crois que c'est Mortimer. C'est ton dernier mot ? C'est mon ultime bafouille. Et en effet, c'est Mortimer. Allez. Bonne réponse. C'est la femme de Disney, Liliane, qui trouvera que Mortimer, ça le faisait pas trop, quoi, pour un nom de mignonne petite souris, et suggéra alors Mickey, qui sera adopté par la suite. Mais moi, je sais pas, pour moi, personnellement, Mickey, c'est un des persos dans les Goonies, pour moi. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, ça me parasite, ce truc-là. Ou alors, je vois l'image d'un quarterback, tu sais, dans les films, dans les teen movies américains, Ah c'est ouais. qu'elle a, tu vois, Mickey, quoi. Qui a la veste Teddy rouge et beige. Exactement, Exact. tout à fait. Mais avant d'en arriver là, Disney eut des débuts très humbles, en fait. Quand il était enfant, il aimait déjà beaucoup le dessin. Il passait une bonne partie de son temps à dessiner les animaux de la ferme de son oncle et recopier les unes dessinées de journaux. Donc il avait déjà des prédispositions et un intérêt pour le dessin, quoi. Il avait donc un talent certain pour ça, et c'est dès l'âge de 18 ans qu'il lance avec un associé la société donc iWorks Disney Commercial Artists, une production de publicité qui employait une méthode d'animation appelée Cutout. En gros, pour la faire bref, il s'agit d'une méthode d'animation qui consiste à avoir plein de bouts de papier et de les déplacer au fur et à mesure des plans que tu fais. Ah bah c'est comme South Park. Voilà, Les premiers épisodes de exactement. South Park, Tout à fait. le tout premier épisode, ils avaient dû découper des centaines et des centaines c'est de ça. papiers qui mettaient les uns après les autres, Ouais, plan tu par prends plan. une photo, tu Exactement. replaces ton personnage, Un peu un tu reprends genre une photo. un peu un genre de stop motion, Ouais. mais en dessin. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais malgré tout, la société fera faillite et Disney donc trouvera un nouvel emploi auprès d'une autre agence de pub. Et un peu plus tard, donc Disney fondera avec son frère donc le Disney Brothers Studio et continuera sur sa lancée des courts-métrages d'animation. Mais lui, il avait d'autres ambitions, hein. Il voit grand, et notamment l'idée de faire un vrai film d'animation, genre long quoi, germe, et c'est en 1937 que sort le premier dessin animé qui va faire la renommée des studios Disney. Et alors, mon cher Goth, quel est ce dessin animé ? Est-ce Blanche-Neige et les 7 nains ? Est-ce Alice au Pays des Merveilles ? Est-ce Bambi ? Ou les Aristochats ? J'hésite entre deux, mais non, c'est Blanche-Neige. Et c'est une très bonne réponse. Allez. Et pourtant, au début, quand il commençait à présenter son projet, à se mettre au travail, quoi, ça avait été considéré complètement comme une folie. Oui, Le film va coûter en effet 1,5 million de dollars à être produit. de l'époque. Hein. Oui. Donc des dollars anciens. Donc. Ouais, donc encore plus cher maintenant, quoi, en gros, quoi. Ouais, mais en plus, ouais, c'était... personne n'y croyait.
Ah ouais, non, Absolument, ça, c'est clair. personne n'y croyait, Ouais. parce que, évidemment, ça n'avait jamais été fait avant. Enfin, un long métrage d'animation, ça paraissait fou. Bah non, mais quel Parce que l'animation, intérêt, quoi. Ouais, l'animation, c'était pour faire des spots de pub, ou tu vois, c'est ça qu'on Ouais. disait, quoi. C'est ça, exactement, quoi. Mais, contre toute attente, donc, le film sera premier au box-office durant l'année 1938 et engendrera 6,5 millions de dollars de bénéfices. Il remportera de nombreuses récompenses et est maintenant considéré comme un classique de la culture pop, quoi. Ce début lancera l'âge d'or de l'animation chez Disney, mais malheureusement, c'est à la même époque que commence la Seconde Guerre mondiale, et les 2 films suivants, Pinocchio et Fantasia, malheureusement ne trouveront pas le succès escompté. Les années de guerre qui suivront verront ralentir l'économie, et il faudra attendre le début des années 50 pour que Disney retourne pleinement aux affaires. Cendrillon, Robin des Bois, Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles sortent à la chaîne, et dès 1955, sort de terre cette fois le premier parc à thème Disney, Disneyland à Anaheim. L'événement est tel que la cérémonie d'ouverture est regardée par 77 millions de téléspectateurs. Donc gros Ok, événement, quoi. ouais. Ouais. On l'a bien compris, Disney a rendu Disney possible. De sa passion pour l'animation et sa curiosité pour de nouvelles techniques d'animation, il n'est, à n'en pas douter, l'un des principaux contributeurs du cinéma d'animation moderne. Et pourtant, il n'était pas un ange non plus, hein. Ah, là, on rentre dans Ah. le territoire, là, des choses intéressantes. Ah, là, D'apparence réservée et mal dans sa peau, il était contre toute attente dur et ne se souciait pas vraiment du bien-être de ses employés. Pour contexte, pour contexte, Mon texte qui, d'ailleurs? À qui on envoie un SMS, là? la Seconde Guerre mondiale démarre et du coup les Européens notamment, ont plus trop le temps d'aller au cinéma. Bah non, parce qu'on est occupé. Ouais. On est très occupé à ce moment-là. Ouais, on est très très occupés, ouais. En plus de ça, la Grande Dépression des années 30 est passée par là, ce qui motiva les employés à se syndiquer auprès de la SCG, la Screen Cartoonist Guild. Et cela aura pour conséquence la hausse du mécontentement des employés de chez Disney, qui en 1941 manifesteront contre les inégalités salariales et les discriminations qui ont lieu au sein de la boîte, quoi. Mais Disney, lui, il voyait pas du tout ça d'un bon œil, et il voyait pas du tout d'ailleurs où était le problème. Et il trouvait ses salariés bien ingrats, quoi. Bande de salauds, quoi. Je Ouais, vous ai alors tout que- donné, quoi. Alors qu'il leur a bien dit, on est là pour le travail. Bah oui. Voilà, on On est est pas pour d'accord. autre chose. Ouais, hein. c'est Bon. ça. Et à ce moment-là, donc, il décide de réunir plusieurs centaines de ses employés et leur déclara tranquillement, en gros, Wouhou, moi j'ai trimé avant vous, ok? Vous vous demandez pourquoi certains employés sont mieux traités que vous? Wouhou, vous n'avez qu'à balayer devant votre porte et vous bougez le cul. Allez bosser, bande de feignasses. Wouhou. Ah oui, parce qu'il parlait vraiment comme ça. Ah bah oui, parce que c'était... lui, il s'imprégnait vraiment des personnages. ouais, et, ouais, absolument, absolument. Et ce n'était pas du tout la voix de Mickey, c'était la voix de Walt C'était la voix de Disney. Walt Disney. Oui, Oui, ça. En absolument. fait, la voix de Mickey, c'est. Exactement. Ah, mais Tout ça, à c'est fait. incroyable. Ça. Mais incroyable, hein. Et alors, autant le dire tout de suite, ça n'a pas été très bien reçu par les employés. Sans blague. Et suivant ça, en plus, Disney va enfoncer le clou, il va virer directement ses employés syndiqués, allez bim, à la porte. Du coup, formation d'une grève qui regroupe plus de 200 salariés. Walt, ça l'énerve, et il devient assez mesquin. Il ira même jusqu'à caricaturer certains des grévistes en personnages de cirque, dans le film Dumbo. Ah, Donc, d'accord. Ah mesquin, ouais. Ah, la mesquin. vache. Ouais. Ah, c'est une belle crotte de nez, ça, quand Ah même. ouais, c'est clair. Ouais. Et il tentera même d'en venir aux mains avec certains d'entre eux pendant les piquets de grève, quoi. Ah, mais tu sais quoi? Mais à la limite, mais ça, c'est peut-être ça la solution du patronat, en fait. Une bonne tarte dans la Tu vois gueule. les mecs là qui font griller des merguez là sur un feu avec des pneus là. Bonne Bon, claque dans la nuque là. bah, et, mon hop, et gars. là tout de suite, c'est fini, tout le monde Ouais. rentre dans le rang. Ouais, une Putain, bonne claque. il Il avait avait plus de tout gilets jaunes, compris, mon gars. Ouais. Avant-gardiste sur absolument tout. Ah bah ouais, il avait tout compris. Mais, une solution donc sera malgré tout trouvée quand le Conseil national des relations du travail, je l'ai traduit en anglais donc je sais pas si c'est exactement ça le terme, mais bon vous aurez Oui, compris, non, mais- le Conseil national de relations au travail, voilà, réussira à convaincre Disney d'accéder aux demandes des grévistes. Avec donc revalorisation et harmonisation des salaires, réhabilitation des employés virés avant la grève et la mise en place d'une structure salariale transparente. Parce que, ça je l'ai pas expliqué avant, mais en gros, chez Disney, ça fonctionnait vachement au favoritisme. Et il y avait des gros traitements de faveur et des différences de traitement. T'avais Des même copinages, Ouais, voilà, c'est ça. Ok, Et t'avais ouais. même des services auxquels certains employés n'avaient pas accès. Juste parce que ils le méritaient pas assez, quoi, tout simplement, quoi. Ils travaillaient pas assez ou ils étaient pas assez bien informés, quoi, tu vois. Ils étaient pas assez importants pour la boîte, tu vois. Bien sûr. Mm. Mm. Donc oui,
Disney fut un visionnaire de l'animation et fit rêver des millions de personnes à travers le monde, mais en coulisses, il n'était pas tendre, hein, et malgré un caractère plutôt réservé et discret. Il n'en reste pas moins que Walt Disney sut cultiver son image publique, sous ses airs bons, humbles et paternalistes. On lui aurait en gros donné le bon Dieu sans concession, quoi. Mais, et avant de refermer ce sujet, je voudrais m'attarder brièvement sur la part d'ombre du personnage. Et selon toi, Goth, laquelle de ces affirmations est vraie? Disney a été cryogénisé? Disney était un sympathisant fasciste et admirait les nazis? Disney adorait aller boire des coups avec Michel du Central AED? J'étais sûr. Je me disais, il faut forcément qu'il y ait une rêve du Central à aider, parce que sinon, oui, bien sûr, oui. Ou alors, Disney serait un bâtard, c'est-à-dire né en dehors du mariage. Ce qui est l'info la plus scandaleuse des quatre. Hein. Donc laquelle est vraie? Laquelle est vraie? Alors, il est vrai que Disney a envoyé des copies de Blanche-Neige à Hitler. Alors attends, il y a un piège. Hein. Il y a un piège? Ouais. Ok. Moi, je pense que c'est qu'il est cryogénisé. J'ai déjà entendu parler de ça, mais je suis pas 100%, donc je dirais que c'est ça. Qu'il a été cryogénisé? Oui. Eh bien, le piège réside dans le fait que toutes les réponses étaient fausses. Oh, alors ça c'est vicieux. Ah, hein. ça c'est... Hein? Tu te comportes comme Disney. Oh. Et la vie est dure, mais c'est comme ça. Là, il faut que je travaille plus. J'ai Ouais. compris le message, c'est bon, C'est ça. c'est clair. Et oui, donc ouais, il y avait un piège car toutes les informations étaient fausses. En effet, et jusqu'à... Même celle du Central à aider. T'étais Même vraiment sûr- celle-ci, t'es vraiment même sûr qu'il est celle-ci. jamais Eh allé au oui. Central à aider. Ouais, Tu peux ouais. l'affirmer? J'en suis à peu près sûr. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Et en effet, et jusqu'à preuve du contraire, donc, Disney n'a jamais été cryogénisé, mais incinéré. Il n'a jamais aimé les idées fascistes ou nazies, bien au contraire d'ailleurs. À partir du début de l'engagement des USA dans la Seconde Guerre mondiale, il participera même à l'effort de guerre en produisant des vidéos afin de former les militaires. Donc, Oui, tu bah, vois, y a- des y a- vidéos de formation en gros, quoi. Bah, il y a des vidéos de, on va dire, d'anti-propagande nazie, ouais, justement. Ouais. Non, puis même, tu sais, il faisait des vidéos de mode d'emploi. En gros, comment, je sais pas, démonter un moteur de camion, tu vois, enfin ce genre de choses. Tu vois, il a fait vraiment des trucs D'accord. pour former Ok. les militaires, quoi. C'est très intéressant. Ouais. Malgré tout, la théorie perdure en raison du fait que Leni Riefenstahl, donc on va le dire avec l'accent, Leni Riefenstahl, Riefenstahl, yeah. Riefenstahl, Riefenstahl. exactement, visita les studios de Disney en 1938. Mais qui était-elle? Ni plus ni moins que la réalisatrice chargée des films de propagande nazie. Voilà. Bah, c'est là, du coup, que tu dis, bon... Ouais, mais sauf qu'en fait, c'était avant la guerre. Et surtout quand Leni a voulu montrer en fait ses films de propagande pour lui montrer son style et son talent, Disney a poliment décliné. Donc, Ok, voilà. donc Ouais, il y donc, croyait, ouais, il était il quand était même là, pas fan de base, il y a était pas peut-être très la fan, thune ouais. à prendre, mais faut pas déconner non plus, quoi. Ouais, ok. Et donc effectivement, bon, ça fait un peu tâche, hein, mais vraiment, il n'aime pas les nazis. Bon, peut-être pas autant que les communistes, mais normal. C'est normal. Je veux dire, C'est comment normal. tu peux lui reprocher Bien ça, sûr, quoi. il va, Bah, ouais, voilà. ouais, attends. Ensuite, et je sais que ça va vous étonner, mais non, il n'a jamais bu de coups avec Michel du Central à aider. Évidemment. Ouais, mais ça, je trouve ça extrêmement décevant. Ouais, bah je sais bien, mais par contre, c'était un gros fumeur, hein, Disney, en mode à l'ancienne, quoi, genre blonde sans filtre et tout le bordel, là. Il mourra d'ailleurs des suites d'un cancer du poumon en 1966. Et finalement, par rapport à la dernière déclaration, qu'il serait un bâtard, dans son livre Walt Disney, le prince noir d'Hollywood, Mark Elliott, donc l'écrivain, déclare que le certificat de naissance de Disney était en fait un faux et qu'il serait né d'une paysanne espagnole. Mais c'est complètement n'importe quoi parce qu'en fait, il est attesté, il y a des traces, enfin, tu sais, c'est officiel, quoi, que Disney est né de parents américains, voilà, à Chicago. De parents américains fiers et patriotes. Ouais, absolument, Ouais. absolument. Et en plus de ça, le Mark Elliott, il déclare que Disney était antisémite et qu'il était un espion à la botte des forces anti-américaines. Sauf que bien entendu tout ça est faux, parce que c'était un patriote, il a fait des vidéos de formation pour les militaires américains, et en plus de ça c'était un donateur régulier aux ligues de défense juive américaines, quoi. Donc voilà, donc vraiment que des balivernes quelque part. Des billevesés. Il y aurait évidemment eu tellement de choses à dire en plus sur ce personnage et l'empire qu'il a laissé derrière lui,
comme le fait qu'il n'est pas possible de mourir dans un parc Disney, ou encore que son testament inclut une clause stipulant qu'une partie de sa fortune doit revenir au premier homme enceinte, mais je manque de temps. Je ne pourrais malheureusement pas vous parler de dommage. ça. Eh oui. Quoi qu'il en soit, Peut-être une partie 2. Jamais. Quoi qu'il en soit, on n'a pas fini d'en entendre parler entre machines capitalistes qui tentent de monopoliser la culture ou un outil du soft power américain. On retrouve la trace de Disney partout, jusque sur vos slips préférés à l'effigie de Mickey. N'est-ce pas, Goth ? Absolument. Et nous voilà dans le vrac de l'émission, le moment où on partage avec Sam les aspects de nos sujets qu'on n'a pas forcément développés pendant nos recherches, et où on partage aussi des petites choses sur les sujets de l'autre gars de l'émission. L'autre gars ? On commence avec Maggie Thatcher. Allez ! Moi, du coup, étant donné qu'on habite en Irlande, j'ai un peu parlé autour de moi. J'ai demandé notamment à Shane, mon coiffeur avec qui je m'entends très très bien, et à James, un collègue à moi qui est doué d'une grande sagesse et qui a connu les années Thatcher. Donc voilà, je leur ai demandé leur avis. Il voilà, doit pas être tout jeune, lui, hein. Il est pas jeune. Non, c'est pour ça que je dis qu'il est très sage. Il est très très sage. Et alors notamment sur les petits trucs comme ça dont Shane m'a parlé, par exemple, il y avait la prise d'otage durant l'ambassade iranienne. C'était en 1980. Donc l'ambassade d'Iran a été prise d'assaut et donc il y a eu une énorme prise d'otage. À un moment donné, ils étaient à court de solutions. Et donc le chef de la police a fait remonter au chef de l'armée, qui a remonté directement jusqu'à Margaret Thatcher, qui a dit « Envoyez les SAS ». Les SAS, c'est... moi, je connais ça par rapport à Counter-Strike. Quelle culture. Voilà, les SAS, c'est l'équivalent de nos commandos marines, quoi. C'est l'élite de l'élite de l'élite, quoi. C'est... voilà. Et les mecs, ils ont fait un raid. Ça a été réglé en 40 minutes. Ils ont tout défoncé. Ils ont descendu par les toits, ils ont tac. Ce qui fait qu'au final... j'ai pas le nombre d'otages qu'il y avait, mais il y a eu un otage qui malheureusement a été tué avant l'assaut et un durant l'assaut. Mais on considère qu'au vu du nombre d'assaillants et du nombre d'otages, c'était un grand succès. Ok. Il y a aussi le fait qu'elle a laissé des membres de l'IRA mourir de faim dans les prisons nord-irlandaises pendant les troubles, parce que elle était pro-Irlande du Nord. Hein. L'Irlande du Nord, elle est britannique. Oui, je me Tu doute te bien doutes que bien. Margaret Thatcher, c'était pas une autonomiste ou une indépendantiste, quoi. Exactement, et notamment un des grands martyrs de cette époque-là, c'est Bobby Sands, donc un combattant de l'IRA qui a fait une grève de la faim qui a duré autour des 70 jours, et il a fini littéralement par mourir de faim parce que Thatcher, elle a déclaré, alors j'ai pas la citation, mais en gros c'était, écoute, s'il est prêt à mourir pour ses idées, tant mieux pour lui. Commode, hein. La dame commode. de fer, hein, Ouais, on ne sait de rien. Et alors du coup, toi, par rapport à ce sacré Walt Disney, de quoi n'as-tu pas parlé Alors moi, tout d'abord, il y a le fait que je suis quand même un petit peu intrigué. Ouais, le fait qu'il n'ait pas le droit de mourir dans les parcs Disney. Alors ça, j'aimerais bien que tu m'expliques, s'il te plaît, parce que. Alors en fait, c'est donc évidemment cette information en fait est fausse. Parce que il n'est pas illégal de mourir. Enfin, je veux dire, tu le fais rarement exprès de mourir. Mais même dans les fake news, il y a toujours une petite part de vérité. Effectivement, parce qu'en fait, il y a eu quelques cas et qui se sont surtout passés aux États-Unis. D'ailleurs, je crois uniquement où il y a eu des cas en fait de décès à Disney. Et pour en fait éviter le scandale, l'enquête, tout le tintouin administratif et puis au niveau également de la presse, quoi. En fait, il se serait avéré que des employés de Disney auraient bougé les corps pour les déplacer en dehors des parcs. Comme ça, ils pouvaient dire, non, il est pas mort chez nous. Hein. Il est pas mort chez nous. Il est mort à 2 cm du portique de sécurité, mais il était pas chez nous. Voilà, alors il avait peut-être un serre-tête avec des oreilles de Mickey, mais il est pas mort chez nous. Attention les gars. Ouais, c'est ça, exactement quoi. Par contre, oui, donc évidemment, pour revenir sur ce truc-là aussi, c'est donc évidemment qu'il n'a pas légué une partie de sa fortune au premier homme qui serait enceinte. C'est encore une rumeur fausse. Oui, et puis ça voilà. Repose sur quoi Non, mais c'est ça, complètement quoi. Je veux dire, à aucun moment on peut dire que Walt Disney était fan d'eugénisme ou qu'il était. Non. Ça n'a aucun sens. Non, c'est clair quoi. Mais moi, en fait, le seul truc dont j'ai pas parlé, parce qu'en fait, je pouvais pas vraiment le caser. C'est un des animateurs des studios Disney, peut-être d'ailleurs le plus connu, le plus respecté, c'était Art Babbitt, c'était son nom. T'as dit bite. Et ce gars-là, en fait, ça a été un des premiers animateurs à travailler chez Disney. Et c'est lui qui a d'ailleurs mis au point, qui a créé Pluto ou Dingo, je sais plus, l'un des deux.
personnage, quoi. Et lui, en fait, c'était tout l'opposé en termes, tu vois, rapport au travail, rapport aux employés de Disney. Et pourtant, il était considéré par Disney comme étant presque son bras droit, son meilleur acolyte, quoi, en gros. Mais quand il y a eu les grèves des animateurs chez Disney, lui, en fait, il tenait le piquet de grève, quoi. Et il était là en mode... Et quand je te disais qu'il en est venu aux mains avec des grévistes, c'était avec lui. Et en fait, Disney, il l'a considéré comme une vraie trahison de la part de Art Babbitt. Judas, quoi. Ouais. Donc, non, mais grave, quoi. Il était là, mais comment as-tu osé ? Tu étais l'élu. Tu étais l'élu. Tout reposait sur toi. Ouais, c'est ça, exactement, quoi. Et Art Babbitt, en fait, lui, il s'est vraiment opposé à Disney par rapport à sa gestion des salariés. Et même à un moment, en fait, où il y a eu des coupes budgétaires, que son assistant à Art Babbitt était censé être viré. Art Babbitt l'a gardé au sein des studios Disney et l'a payé de sa propre poche, son assistant. Donc tu vois, il avait quand même un rapport... Il avait des valeurs. Bah ouais. Il avait des valeurs. Full valeur, le gars. Full valeur, ouais. le mec, ouais. Et donc voilà, moi c'était le seul truc que... j'ai pas eu l'occasion de le placer, ce gars-là, mais je voulais quand même parler de lui parce que je trouve que c'est intéressant dans un monde, tu vois, capitaliste où vraiment... tout est à fond axé sur l'argent et puis le fait d'avoir de plus en plus d'ouverture sur le monde et tout ça. Art Babbitt, lui, il avait un rapport un peu plus, on va dire, sain. Humain, terre à terre, ouais. C'est clair, quoi. Et voilà, quoi. Mais moi, c'était, par contre, je voulais juste revenir un peu sur Thatcher, tu vois. Ouais, ah oui, Maggie. Maggie. Ouais. Parce que dans la série The Crown, encore une fois, tu la vois dans sa vie privée. Et c'est trop marrant parce que, alors je sais pas si c'était vraiment le cas, mais vu que tu dis qu'elle était, c'était une conservatrice qui faisait partie de l'église méthodiste, non, c'est ça. Exactement, ouais. Et donc du coup, en fait, ça fait pas mal de sens ça, parce qu'en fait, quand tu la vois dans la série, quand elle est aux affaires, quand elle est en public et tout, quand elle est notamment confrontée à des hommes, genre elle est extrêmement, tu sais, elle est incisive à mort. Et c'est pour ça que ça la rend, pour le coup, vraiment très intéressante, parce qu'elle savait qu'elle était dans un monde dominé par les hommes. Ouais. Et donc, du coup, toute sa posture d'être complètement inflexible, c'est une des manières qu'elle a trouvé de survivre, en fait. Ouais. D'arriver au pouvoir et de survivre au pouvoir, parce que clairement, on était quand même dans les années 80. Être une femme à la tête d'un État, ça devait être loin, mais très loin d'être une chose facile. Tu m'étonnes. Alors ok, peut-être que sa posture, on peut clairement la critiquer, l'expédition peut être critiquée, mais le fait est que, en termes de stratégie pour se maintenir au pouvoir et pour garder une crédibilité, ça manquait pas d'intelligence. Ouais, non, ça c'est clair. Non, loin de là, mais par contre, c'est ça qui est assez ironique et contradictoire avec l'image publique qu'elle a, c'est qu'en tout cas dans la série, quand elle est chez elle, tu vois, avec ses enfants et son mari, quoi... Ouais. C'est tout le contraire, quoi. C'est la petite femme soumise. Oui, mais c'est ce que j'avais là. C'est elle qui cuisinait pour sa famille tous les soirs. Ouais, carrément, quoi. Et elle était... fou. Et je pense qu'en fait, elle avait un problème, cette nana, avec les femmes. Parce que dans la série, notamment, tu vois que sa fille, genre, c'est pas qu'elle la méprise, mais elle la met complètement de côté, quoi. Et genre, elle s'en fout complètement des réussites de sa fille, des études de sa fille, tout ça. Alors que son fils, lui, par contre, était tout le temps mis sur un piédestal. Genre, mon fils, il est tellement, tu vois, machin, quoi. Et puis elle était, elle jurait complètement avec son image publique où elle était une femme dure, alors qu'à la maison, elle était assez docile, quoi. Ouais. Tu sais, en mode petite femme au foyer, quoi. Donc c'est un peu justement, bizarre. Très conservatrice, très traditionnaliste, quoi. Ouais. Au final. Ouais. C'est très, 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 très paradoxal, quoi. Il y avait, par rapport au moment où elle est décédée, moi j'ai eu deux sons de cloche, parce qu'il y a Shane, mon coiffeur, m'a dit que, donc elle est morte le 8 avril 2013, et elle m'a dit, il m'a dit que, honnêtement, ce jour-là, c'était un jour de fête. À Dublin, c'était la teuf. Genre, vraiment, on était super contents et tout, quoi. Quand j'en ai parlé à James, il m'a dit, alors, je serais un peu plus nuancé par rapport à ça. Par contre, il m'a sorti un fact, c'est incroyable. J'ai été le vérifier, et c'est que c'est vrai. C'est que le 8 avril 2013, quand tu regardes les charts, en fait, les charts des ventes d'albums, ce jour-là, il y a eu un pic de vente de la chanson Ding Dong, The Witch is Dead, qui est une chanson qui est issue du Magicien d'Oz. D'accord. Et ils ont vu un pic énorme de vente de CD et de vinyles de cette chanson-là le jour de la mort de Thatcher au UK. Ah, mais c'est trop drôle, quoi. C'est un truc de fou, hein. C'est vraiment incroyable, quoi. Et
pour revenir sur Disney, là, pour vraiment de manière très terre à terre. Récemment, moi, je suis tombé sur une chaîne d'un mec il fait beaucoup de reviews, de visites, de parcs d'attractions, de tout ce qu'il y a autour aussi, les hôtels, etc. Ouais. Quoi. Mais mon Dieu, mais qui a les moyens d'aller à Disney ? J'ai encore été voir juste avant, là, en préparation pour cette émission, parce que tu penses on fait pas n'importe quoi. Bah évidemment. Une entrée adulte pour une journée, pour les 2 parcs, tu sais, il y a les studios et il y a le parc normal avec le château et tout ça, c'est 140 € Putain. pour une journée. Et là, tu comptes pas la bouffe, le transport et les hôtels qui sont abominablement chers. Et la question, elle se pose, mais qui a les moyens d'aller à Disney ? Et pourtant, t'as l'impression que c'est tout le temps plein, t'as tout le temps des heures d'attente, t'as toujours... Après, voilà, il y a la magie Disney. Ouais, non, Il y c'est a- clair, mais imagine, toi, une famille. Mais Toi, moi, t'y c'est à vas- ça que je t'y pense vas- surtout, t'y en vas fait. en couple, Ouais, bon, allez, tu ça peux, va, tu peux tu- l'assumer, ouais. quoi. Mais y aller avec des gosses... Moi, je me rappelle, c'était... je connaissais des Canadiens, donc un couple de Canadiens avec des gosses, et ils avaient fait des vacances à Disney en Floride, genre en mode... c'est tout compris, Alors, on quoi. va pas dire à des Canadiens qui étaient là avec leurs gosses, hein, sinon ils sont là avec leurs couilles. Donc, Pardon, avec leurs enfants. avec leurs enfants, ouais. Voilà, oui, c'est Ouais, mieux, ouais. c'est mieux, effectivement. Comme ça, il n'y aura pas de confusion On est d'accord. pour nos amis québécois. C'est... Tu sais, c'était, je crois que ils étaient restés 5 jours à Disney en Floride, là, avec donc leurs 2 enfants. Ouais. Ça leur avait coûté genre plus de 10 000 $, quoi. Ok. T'imagines, toi? Bah ça colle exactement parce que j'ai vu là un mec, il avait fait le mec justement, il avait fait le calcul, genre une famille justement de 4 qui va à Disney actuellement. Non, du coup non, il continuait pas pour une famille, il disait pour non, une famille de 4 et il restait dans un hôtel, on va dire Disney, mais genre avec un budget vraiment serré. On est au minimum à 5 500 $. Ah ouais, d'accord. Pour 6 nuits. Ouais. Mais quand même, toi tu dis Non, mais 10 000, c'est toi, n'importe après, quoi, c'est, quoi. après c'est logique vu qu'ils viennent à Paris, ils viennent tout ça. Mais juste des Américains qui vont au parc à Orlando, c'est ça quoi. Ouais. Tu dis waouh. Ah non, c'est clair. C'est n'importe quoi, quoi. Non, et autant je suis très fan des parcs d'attractions, la question n'est pas là. Hein. Mais ça a un coût. Ça a clairement un coût quoi. Pour terminer, moi j'aimerais parler du fait que mon sujet c'était la Dame de Fer et je n'ai pas parlé de la Tour Eiffel. Parce que pas le temps mon gars hein. Là on peut pas hein. Alors juste pour combler je peux juste citer le fait que la Tour Eiffel a été vendue par un escroc voilà suite à l'exposition universelle elle a été vendue pour de la ferraille par un escroc, ce qui était faux évidemment. C'est quelque chose dont on parle dans notre épisode sur Charles Ponzi qui est très intéressant d'ailleurs, n'hésitez pas à aller l'écouter. Allez-y, Vraiment allez-y ouais. Et également, donc, elle se dilate en été de quelques centimètres dû à la chaleur. C'est très intéressant. Et elle n'est pas de la même couleur partout. En fait, elle est dégradée en fait pour lui donner une meilleure. Voilà. Je sais pas dans quel sens par contre elle est dégradée, mais par contre elle se dégrade aussi. Ça c'est c'est aussi notre un fait. histoire, Ça oui. reste du fer, hein, faut pas déconner. Maintenant, je pense que même à l'heure actuelle, il y a plus de peinture que de fer en fait qui l'a fait tenir. Ah ouais, non, c'est sûr. Et du scotch. Et du scotch marron de déménagement. Ouais. C'est ça qui fait tout ça. Exact. Et voilà, est-ce que tu aurais un mot de la fin ? Bisous. Et bien voilà, merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et appris des tas de petites choses pour vous permettre de prier en société et vous rendre très intéressant. Pour vous permettre de prier en société. De prier, il faut prier en société, Et bien sûr, vous le savez, nous le savons, ils le savent, on revient avec une nouvelle émission dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous sur la plateforme où vous écoutez nos podcasts. Vous écoutez que nos podcasts. Ah non, que le nôtre. Que le nôtre, Ouais. voilà. Et donnez-nous donc 5 étoiles pour nous permettre, Oula, j'ai marqué n'importe quoi. Donnez-nous 5 étoiles pour nous en permettre enfin de les toucher. De les toucher quoi? Les étoiles. Ah Et surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Instagram pour vous mettre au courant des prochaines sorties. Absolument. Allez, Kenavo les Gros potos. bisous les copains. Je suis pas ton pote, mon gars!
Et moi, je suis pas ton gars, mec. Oh, c'est pas ton mec, mon pote. Je suis pas ton pote, mon gars. On n'est pas tes gars, mec. Je suis pas